Salut, vous écoutez Conseil Immo by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. C'est un épisode que j'étais particulièrement impatiente d'enregistrer, à savoir le débat entre deux formes d'investissement les plus prisées des Belges, la bourse et l'immobilier. Bonjour Ken, bonjour Grégory. Bonjour Laurélie, salut Ken. Avant de démarrer cet épisode, je propose que vous vous présentiez. Ken, tu as l'habitude, tu commences ? Je commence, mais les gens commencent un petit peu à me connaître. J'espère en tout cas ceux qui écoutent le podcast. Moi, c'est Ken. Je suis chez YouInvest depuis 4 ans bientôt maintenant, en tant qu'agent immobilier. Et j'adore ça. Et ça va être très chouette de débattre avec Greg aujourd'hui parce que j'ai été 9 ans banquier. Et j'ai fini ma carrière en tant que gestionnaire de patrimoine. Ah bon ? Donc normalement, on pourra bien échanger là-dessus. Ok, je suis la novice dans ce débat finalement. Grégory ? Oui, écoute, pour moi, j'ai 3 passions dans la vie, comme je le dis très souvent. Ma première passion, ce sont mes enfants, Gaspard et Harold. Ma deuxième passion, c'est de me balader forêt, montagne et tout ça. On a la chance d'aller quelques fois par an en Suisse, non pas pour y déposer notre argent, mais plutôt pour profiter des super paysages. Et ma dernière passion, c'est de partager mon rêve, qui est simple et un petit peu ambitieux, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse, les investissements. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé à 100% dans l'éducation financière il y a 3 ans. D'accord, 3 ans. Beau palmarès. Et voilà. Là, par rapport aux millions, par rapport aux millions, il y a plus de 5200 exemplaires de mon livre qui ont été vendus, bien débutés en bourse. D'ailleurs, on pourrait mettre 5 ou 10 exemplaires à gagner à tirage au sort, par exemple. Avec plaisir. Et j'ai accompagné plus de presque 1200 personnes qui ont payé, soit pour des formations digitales, des masterclass digitales ou pour des formations plus personnalisées. Donc voilà, je suis encore loin du million, mais voilà, j'ai toute une vie ou même plusieurs vies pour y arriver. Non, beau palmarès, impressionnant. Du coup, pour les plus assidus du podcast, Ken, tu le disais, on a presque une centaine d'épisodes derrière nous pour maîtriser le marché immobilier. Alors par contre, je pense qu'il y a une série d'auditeurs qui partent de zéro au niveau boursier. Moi, la première. Okay. Si tu devais rédiger finalement le premier chapitre d'un bouquin pour initier les gens à la bourse, tu y mettrais quoi ? Alors, en fait, je reprendrai ce que j'ai mis effectivement dans mon bouquin. En fait, j'expliquerai un petit peu ce que c'est la bourse, en fait, parce que la bourse, la plupart des gens pensent effectivement que c'est un endroit où on va échanger des titres financiers entre des acheteurs et des vendeurs. Mais le rôle initial de la bourse, c'est par exemple des sociétés qui ont des besoins de liquidité. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont parfois faire des introductions en bourse et aller chercher des investisseurs. Donc, le rôle premier, c'est de financer, par exemple, des sociétés ou même des États. L'État belge, par exemple, quand il a besoin d'1 milliard, de 5 milliards, il émet ce qu'on appelle des obligations. Il fait une émission sur le marché primaire. Et puis, je parlerai de quoi ? Je parlerai en fait des principaux instruments financiers. C'est quoi une action ? C'est quoi une obligation ? C'est quoi un fonds d'investissement actif ? Que probablement Ken a géré pour des clients. Donc un fonds d'investissement actif, c'est un fonds qui va essayer de battre la bourse, je schématise un petit peu. Et puis il y a des fonds d'investissement dits passifs qui ont pour objectif, par exemple, de répliquer l'indice boursier belge, le BEL 20, ou l'indice boursier français, le CAC 40, représentant les 40 plus grosses sociétés cotées en France ou aux États-Unis, le plus connu, le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés. Et à la fin, je parlerai de quoi ? C'est pas uniquement dans le premier chapitre, mais dans le deuxième, les principes d'investissement. C'est important de prendre le temps, en fait, de se former, de comprendre que la bourse est volatile, plus volatile que l'immobilier. Oui, mais le problème de la bourse, ou l'avantage de la bourse, c'est que c'est coté 250 jours 5 jours par semaine, pendant 52 semaines sur l'année. Alors que l'immobilier, il n'y a pas de marché. On ne voit pas l'évolution, par exemple, de ce bien ici. On ne voit pas le prix bouger à la seconde, alors que sur les marchés financiers, une action comme Lotus Bakri, je suis un grand gourmand, elle bouge entre 9h et 17h30 chaque jour. D'accord. Donc voilà, connaître ces principes d'investissement-là avant de commencer. Et puis, si vous êtes géré par un banquier, parce qu'aujourd'hui, grosso modo, il y a environ 10-15% des Belges qui investissent en bourse, et la plupart des gens, en fait, passent par un banquier pour les faire, mais c'est important de comprendre ce que le banquier fait et donc, prendre le temps de lire un bouquin ou de regarder des vidéos et tout ça pour prendre soin de son patrimoine.
Ok, super. Est-ce que c'est une période intéressante ou est-ce qu'il y a une période plus propice ou moins propice pour investir dans la bourse aujourd'hui, un temps T, donc septembre 2024? Alors... On va voir s'il est honnête. Moi, j'ai la réponse du banquier et la vraie réponse. Okay. Oui. Moi, je connais la réponse du banquier, même si j'ai jamais été banquier. En fait, la réalité, c'est que les banquiers et principalement la majorité des gestionnaires vont essayer de dire en fonction d'éléments géopolitiques, macroéconomiques, en fonction de la croissance, en fonction de la valorisation des sociétés, vont essayer de déterminer le meilleur moment pour investir en bourse en disant là, le marché coûte un petit peu peut-être trop cher par rapport aux fondamentaux, donc on va réduire la voilure, on va mettre plus de cash pour protéger le portefeuille. Là, tu as déjà un bon banquier. Là. Voilà, ça c'est un banquier. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait vraiment rien. Et c'est ce que j'ai appris, puisque dans mon histoire, j'ai quand même géré un fonds d'investissement actif pendant quelques années, que j'ai lancé moi-même de mon côté, entre 2015 et 2022. Et en fait, j'ai appris de cette expérience-là que en bourse, il faut garder une grande humilité, qu'on ne peut pas savoir ce que la bourse va faire et on ne peut surtout pas la contrôler. On ne connaît pas l'avenir. Est-ce que c'est un bon moment? En fait, moi, je dis toujours, ça fait maintenant 8 ans que j'investis tous les mois. D'accord. Tous les mois, une somme de mon salaire, je l'investis. Peu importe que la bourse ait fait moins 20%, qu'elle fasse moins 30% comme entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020, ou que la bourse fasse comme cette année-ci, elle gagne plus 15% depuis le début de l'année au moment où on enregistre ce podcast. Donc, finalement, qu'il fasse grand beau, qu'il vente ou qu'il fasse extrêmement froid, j'investis tous les mois. Et donc, je pense, en fait, le meilleur moment, si j'ai 2 conseils à donner, c'est quoi? C'est commencer le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'au plus on commence tôt, au plus de chance on a de faire grandir une boule de neige et ça prendra plusieurs décennies parce qu'on ne devient pas riche en investissant en bourse après 5 ou 10 ans. Non, ça c'est dans certains mythes ou sur certains réseaux sociaux. Et le deuxième point important, c'est d'investir, oui, tous les mois une partie de son salaire, par exemple, qu'on n'a pas besoin de mettre dans son coussin de sécurité. Donc il n'y a pas de meilleur moment selon moi, mais peut-être que Ken pourrait nous dire le discours qu'il avait quand il était banquier. Vas-y Ken. Non, le discours que nous, on avait en tant que banquier, c'est de dire aux clients, voilà, si vous investissez de l'argent, c'est le bon moment tout le temps si vous n'avez pas besoin de vos sous, en réalité. Et comme tu dis, en fait, on appelle ça lisser le cours, parce que comme le marché boursier est très volatile, on ne sait pas quand il monte, quand il descend. En fait, la bourse monte, descend, mais monte à l'infini en réalité. Parce que si on prend sur les 100 dernières années, je crois que le marché d'actions a fait plus de 8% de moyenne par an sur les 100 dernières années, alors qu'on a traverser des guerres, des crises. Le marché boursier monte, si tu prends une vue très très large, il monte. Okay. Mais en chemin, il monte, il descend et très vite. C'est le vampire au Walibi, donc il faut être bien accroché pour le faire. Mais c'est ce qu'on dit aux clients, c'est l'argent que vous mettez, même si vous le faites mensuellement, ne le faites pas en disant j'ai un objectif à telle date et je vais mettre l'argent de côté et je récupérerai pour réaliser mon objectif à ce moment-là. Donc finalement, le timing, il est plutôt lié à la sortie de l'argent, pas au moment où on la place. Au non-besoin de tes sous, en fait. D'accord. Oui, parce que sortie de l'argent, en fait, par exemple, moi j'ai plus de 200 000 euros en bourse, très bien, on pourrait me dire, oui, mais tu as 50 000 euros de plus-value, il faut que tu les actes. Oui, mais qu'est-ce que je vais en faire? Acheter de l'immobilier? Oui, je pourrais acheter de l'immobilier, mais on va en parler. L'immobilier, ça ne me parle moins, on va dire ça comme ça. Il y a plein de désavantages à l'immobilier, je vais y venir justement. Mais le point, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je le mets sur mon compte d'épargne, compte à vue. Oui, mais si la banque fait faillite, moi, je perds mes 200 000 euros. Oui, j'ai peut-être une garantie de 100 000 euros, mais ça, j'y crois pas, ces garanties-là. Donc, attends, si on n'a pas besoin de l'argent, c'est la même chose pour l'immobilier. Pour chaque classe d'actifs, on l'investit. Et le jour où on a un changement de projet, on se dit « je vais peut-être devoir vendre cet appartement parce que dans 3 ans, j'aimerais bien partir faire le tour du monde ou j'ai peut-être besoin de vendre la moitié de mon portefeuille financier. » À partir du moment où on sait que dans les prochains mois ou prochaines années, on a besoin de l'argent, on le sécurise le plus tôt possible. Parce que je vois tellement de gens qui disent « en fait, j'ai besoin de cet argent-là le 1er janvier 2030, j'invente. » Et il reste investi jusqu'à fin décembre 2029. Oui, mais quid si le marché, que ce soit immobilier ou le marché boursier est mauvais? Si tu sais à une certaine date que tu as besoin de l'argent, alors à ce moment-là,
Si c'est à plus de 10 ans, tu peux l'investir en bourse ou en immobilier, généralement. Mais si c'est à moins de 10 ans, attention. La grosse différence entre le marché boursier et le marché immobilier, c'est que l'immobilier, en Belgique en tout cas, il est très stable. Donc il y a, là si tu prends une grande vue de nouveau de l'immobilier, il a monté tout le temps et il n'y a pas eu de secousse. C'est très constant. On est sur une attraction beaucoup plus gentille que le vampire. Là, c'est le petit bateau d'Aladin et tu te balades, quoi, tu vois, c'est tranquille. Donc ça, l'immobilier belge, même quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a acheté sa maison comme ses parents lui ont dit, qui a acheté à 25 ans ou 30 ans, quand il est pensionné, il a assuré ses vieux jours, sa maison elle est payée, il a fait sans doute fois 150% et il est tranquille. Donc l'immobilier, ça c'est quand même très agréable et tu es... 10 ans, tu exagères un petit peu dans l'immobilier. Si tu achètes consciemment, en tout cas que tu fais pas n'importe quoi, tu peux rapidement récupérer ta mise et te dire, voilà, mais moi j'ai été locataire gratuit pendant X temps, je revends ma maison, j'ai pas fait de plus-value, mais j'ai quand même vécu. Et c'est ça aussi une grosse différence entre... Je réfléchissais en venant ce matin dans ma voiture en disant, tiens, qu'est-ce qui est la différence entre les deux marquante, c'est que l'immobilier, c'est concret. C'est tangible. C'est tangible. Et donc, par ton propre travail, tu peux améliorer la qualité de ton produit. C'est-à-dire, je vais peindre moi-même, je vais refaire des travaux moi-même, je vais me débrouiller pour rendre le truc plus facile. Si tu investis dans Lotus, pour reprendre ton exemple, si eux travaillent mal, tu ne sais rien faire pour améliorer ça. Donc, tu es dépendant d'autres personnes. L'immobilier, tu es dépendant de toi-même, du travail que tu mets, de l'énergie que tu y mets, et il y a très peu de volatilité. Donc, même si les actions, tu vends, tu es payé, ce qui est beaucoup plus flexible en fait. Dans l'immobilier, tu vends, tu gagnes. Si tu as acheté convenablement, évidemment. Il ne faut pas acheter des choses sur des coups de cœur et mettre des prix en disant tiens, je vais vivre là-bas pour toute ma vie et puis dans un an, tu veux vendre, bon, tu récupères pas tes sous. Il faut rester raisonnable. Surtout avec les droits d'enregistrement, etc. Oui. Mais si tu fais un investissement qui est correct, dans des studios, dans une chambre que tu retapes toi-même, tu récupères tes sous quasi automatiquement dans les 2, 3, 4 ans qui viennent sans problème. Okay. Le truc qu'il y a, c'est que dans l'immobilier, quand tu vends, tu récupères tes sous dans 6, 7 mois, quoi. Donc, parce que la transaction prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de personnes qui interviennent là-dedans. Sur le marché boursier, tu mets en vente 2 secondes après, t'es payé. Enfin, j'exagère, mais c'est fait instantanément. Si on a besoin de l'argent, on les a effectivement dans la journée. Donc, d'accord, Maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà investi en bourse. Quand tu mets pour la première fois de ta vie des sous dans une action, tu dors pas bien. Hein. Tu vas sur ton application. Mais tu dis aussi que tu dors pas bien quand tu fais un achat immobilier. Hein, ouais, mais ça dépend de moi. Ok. C'est mon travail à moi et c'est l'énergie que je vais mettre dedans, la qualité de mes travaux, combien je vais payer, est-ce que j'ai bien calculé. Là, quand tu mets des sous dans une action, tu vas sur ton application, tu vois que ça baisse, tu te dis oh merde, c'est en train de baisser, qu'est-ce que je fais, est-ce que je revends ou pas? Et ça, c'est une grosse erreur de 99,9% des investisseurs en bourse. Quand ça chute, ils vendent. Alors qu'en vrai, quand ça chute, tu dois pas vendre. J'étais OK d'acheter à 100, maintenant ça vaut 90 ou 80, il faut racheter. Et c'est ça, le lissage de cours, en fait, le fait de racheter tous les mois, c'est que quoi qu'il se passe, t'achètes. On ne sait pas si ça va monter ou si ça va diminuer, d'où l'importance d'investir tous les mois. Moi, je connais pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, en tout cas, elle fonctionne pas. Je dis juste que oui, l'immobilier peut être vu comme plus stable parce que moins volatile, mais c'est pas parce qu'il est plus stable qu'à un moment donné, il n'y a pas un événement qu'on ne contrôle pas. Même si on est un bon entrepreneur et on fait bien nos travaux, et on a bien investi dans un bien, si malheureusement on a besoin de vendre un bien parce qu'on doit, j'invente, payer des droits de succession et que, mince, les taux sont passés de 3 à 5 ou 5,5%, eh bien, potentiellement, oui, on va peut-être pas le revendre, on va peut-être pas perdre beaucoup d'argent, mais on va peut-être pas le vendre au prix qu'il y avait il y a 12 ou 18 mois. Donc, c'est là où il y a l'histoire, bien entendu, mais le futur, on ne sait pas le prédire. Et c'est pas parce qu'une classe d'actifs n'a fait que monter sur les 20, 30, 40 dernières années que ça sera le cas. Le point important, et je rejoins entièrement Ken, c'est effectivement le marché immobilier. Il est beaucoup plus tangible, on détient quelque chose, on peut le toucher. Moi, mes 200 000 euros, ils sont dans mon téléphone, sur mon application. Je peux pas aller à la banque et faire comme Picsou et plonger dedans. Non, pas du tout. Mais voilà, c'est la dématérialisation des titres qui fait que je suis copropriétaire d'instruments financiers pour ce montant-là. Et ça peut rassurer certaines personnes de détenir physiquement des choses, mais ça peut être aussi un poids psychologique important.
si je me mettais de l'immobilier en plus, parce que je sais effectivement que je pourrais investir peut-être sur des immeubles de rapport à 1 million, 1,2 million avec mes 200 000 euros sans aucun problème, mais je sais que ça me mettrait de la charge mentale en plus. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix de dire, bon ben voilà, est-ce que ça demande un peu plus de temps et d'énergie et tout ça et de charge mentale pour être potentiellement plus riche, parce que avec l'effet de levier, on peut devenir plus riche, parlons concrètement. Ben, moi, je fais le choix peut-être d'être moins riche et sans aucun problème, mais je sais que demain, je déménage parce que je veux plus vivre en Belgique ou on déménage dans n'importe quel autre pays. Ben, mon portefeuille financier, il est dans mon téléphone et il peut partir, être exportable. Et donc, voilà, c'est un choix de vie. Il y a parfois des gens qui disent « Ah, je vais faire de la bourse et je vais faire de l'immobilier, je vais faire un peu de tout ». Oui, mais en fait, la première question à se dire, mais il faut toujours faire des choses qu'on comprend et qu'on aime un minimum. Si Ken, il semble adorer l'immobilier, ben en fait, s'il adore l'immobilier, ben qui continue à faire de l'immobilier? Mais par contre, il y a des gens qui se forcent à faire de l'immobilier, qui sont là, mais en fait, ça me prend la tête. Et moi, je fais partie de ces personnes-là où je sais que ça me prendrait la tête. Je dis ça peut-être maintenant, peut-être dans 5 ou 10 ans, je changerai d'avis. Mais il faut vraiment investir dans quelque chose, que ce soit la bourse ou l'immobilier. Ben, en fait, c'est d'abord apprendre à se connaître. Et quand on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ben à ce moment-là, on va plus vers ce qu'on aime, quoi. Okay. Il faudra lui envoyer nos podcasts parce que là où je te rejoins, c'est que moi j'ai envie d'être tranquille. Je veux une tranquillité d'esprit. Et en fait, quand je fais mes investissements immobiliers, ça me prend quasi pas de temps. Je visite le bien, je fais mon offre, je fais le devis avec l'entrepreneur, je fais appel à un courtier, je fais appel à WeInvest pour trouver un locataire et je fais appel à WeManage pour la gestion. Mon courtier, qui a déjà fait des podcasts ici, Vincent Reinhardt, par téléphone, on va tout préparer par téléphone. Je lui ai envoyé 2-3 documents, lui me signe ça. Et puis mon entrepreneur, bon maintenant j'ai l'habitude de travailler avec lui, je le lance sur les travaux, je lui donne les clés, il ira faire les travaux. Et puis à un moment donné, je dis... l'avantage d'être bien entouré, on va dire. Ouais, mais c'est pas très compliqué aujourd'hui. Regarde toute l'info qu'on donne ici. Si quelqu'un veut faire un investissement immobilier, il nous appelle, il dit tiens voilà, moi j'ai envie de faire comme Ken. Eh ben on présente le directeur d'allocation, on présente le directeur de WeManage, on présente notre entrepreneur. Et après bon, on va pas chercher pour lui le bien. Notre job n'est pas de chasser des biens pour les agents, pour les clients. Mais s'il trouve un bien intéressant, s'il a bien écouté les podcasts, il sait comment calculer la renta et il est parti. Et moi, le soir, personne ne m'appelle. Mon locataire ne m'appelle pas parce qu'ils appellent un gestionnaire locatif. Ça mange un peu mon rendement, mais la force de l'effet levier est tellement importante. Je vais prendre des chiffres pour être tout à fait transparent. En 3 ans de temps, ma compagne et moi, avec 140 000 euros, aujourd'hui, on a une valeur immobilière de plus ou moins 1,50 million et on dégage 1 800 euros de revenus mensuels grâce à l'utilité du crédit bullet et tout. Mais ça... en bourse, avec 140 000 euros, c'est impossible de faire, si je calcule rapidement, plus ou moins 15% de coupons mensuels, tu vois. C'est impossible. Et en plus, grâce à cet énorme coupon que j'ai, ben j'ai la capacité chaque année de me racheter un studio qui va me rapporter un petit cash flow ou en tout cas break-even, mais je crée un patrimoine qui, à un moment donné, dans 10-15 ans, comme toi, tu sais quoi, moi j'en ai marre, je veux aller au soleil, je vends tout, mais je pars moi avec... 2,5 millions sans doute d'immobilier et avec ces 2,5 millions, à ce moment-là, je mets une partie en bourse pour que mon capital batte l'inflation, en fait, que je ne perde pas de pouvoir d'achat et avec mes revenus, ben, je continue à vivre. Et donc, l'immobilier demande un petit peu plus de temps, mais pas tant que ça. C'est une fausse idée si on délègue bien. Mais quand c'est fait, l'effet levier est tellement important que la bourse peut pas battre ça. Pour les plus assidus du podcast, ils le savent, je suis une grande fan des intelligences artificielles et du coup j'ai été sonder Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, pour savoir finalement quelles étaient les principales questions, mais aussi les plus grosses inquiétudes / freins des différents investisseurs, que ce soit pour les 2 types d'investissements simplement, que ce soit boursier ou immobilier. Et je vous propose du coup qu'on les parcourt ensemble pour voir si finalement ils sont fondés ou non et surtout s'il y a des astuces pour les contrer. Si on démarre finalement par les grandes craintes et les freins à l'investissement en bourse, on en a un peu abordé, mais finalement c'est la volatilité du marché boursier et le risque de perdre son argent qui revient en priorité dans les plus grosses craintes. Finalement, toi, face à des clients qui peuvent avoir cette inquiétude-là, tu leur réponds quoi ou comment est-ce que tu peux les rassurer ?
Par rapport à ça, effectivement, donc un des points ou des avantages, c'est la volatilité du marché, hein, puisque le marché, c'est vraiment l'endroit où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent, et donc il y a des prix d'achat et des prix de vente plusieurs fois par jour. Cette volatilité-là, en fait, je pense qu'il faut déjà avoir un coussin de sécurité. Si on a un coussin de sécurité entre 6 mois de dépenses et 12 mois de salaire net, si à un moment donné on perd son job, ou si à un moment donné on doit refaire quelque chose dans sa maison, ou on doit racheter une petite voiture ou ce genre de choses, on a ce coussin-là qui peut aider. Donc il faut avoir un coussin de sécurité. Ce qu'il faut faire aussi, c'est définir ce que j'appelle sa tolérance à la volatilité. Si on investit 10 000, 100 000 ou 1 000 euros ou 100 euros, peu importe, est-ce qu'on est prêt à vivre avec une chute de 20%, de 30%, de 40%, de 50%? Il faut en fait simuler un petit peu, j'invente 1 000 euros à investir, est-ce que je suis prêt à voir ces 1 000 euros chuter à un moment donné en dessous des 800 euros, en dessous des 700 euros, oui ou non, et comment je me sens par rapport à ça? Si on arrive justement à mettre ce coussin de sécurité, définir sa tolérance à la volatilité, et si on se dit, en fait, on investit une partie de nos salaires tous les mois, même si on sera à un moment donné dans un crash boursier, parce que ça peut arriver, on va quand même un petit peu mieux le vivre. Et on vit toujours mieux des crashs boursiers en comprenant ce qui se passe, en disant, en fait, moi je dis toujours, un crash boursier, c'est comme les saisons. Après l'hiver, le printemps revient toujours, mais parfois il faut très très longtemps parce que l'hiver comme en Belgique. Voilà. L'automne dure depuis 6 mois. mais parfois il faut très très longtemps avant justement de revoir le printemps et puis les premiers soleils. En bourse, c'est la même chose, mais tant qu'on n'a pas pris le temps de se former, c'est comme l'immobilier, il y a des astuces avec le marché immobilier, des choses à connaître. Si on n'a pas pris le temps de se former, on va investir très bien, puis à un moment donné, il va se passer quelque chose, en fait, je sais pas, mon locataire, il a cassé ça, je pensais que c'était lui, mais non, c'est à charge du propriétaire, mais non, je le savais pas. C'est la même chose en bourse, si à un moment donné, le marché chute de 20%, on ne pouvait pas prédire la chute de 20%, mais on sait que les crashs boursiers arrivent en moyenne sur les 125 dernières années, ça arrivait 36 fois. Grosso modo, tous les 3 ans et demi, 4 ans, il y a une chute de minimum 20% entre le plus haut et le plus bas. Quand on sait ça, en fait, on se dit, voilà, j'investis là-dedans et je connais en fait les avantages de la bourse, les désavantages de la bourse et effectivement la volatilité du marché. Au contraire, est-ce que l'immobilier, elle peut être justement une réponse aux investisseurs qui sont peut-être un peu plus frileux et qui ont moins une grosse appétence au risque? Ici, il a dit poétiquement avec les saisons, mais en bourse, il faut avoir je l'ai très cru, il faut avoir les burnes de perdre tout son argent. Et il faut pouvoir, comme un joueur de poker, faire all-in avec ses sous et perdre le all-in sans trembler, sans se dire « Ah zut, j'ai perdu tout mon argent, j'aurais jamais dû faire ça ». Dans l'immobilier, on l'a dit tout à l'heure, tu peux mettre 30, 40, 50 000 euros dans ton investissement. Encore une fois, un investissement intelligent. Quand tu mets 50 000 euros en immobilier, tu peux les récupérer très rapidement après tes travaux. Tu peux revendre sans problème. En bourse, quand tu mets 50 000 et que ça a chuté, si tu dois les récupérer, il faut patienter, comme tu l'as dit, parfois... Oui, ou tu vends et tu vends à perte, quoi. Et tu vends à perte, mais bon, là, il faut l'encaisser, la perte. Donc, l'argent que tu mets en bourse, c'est vraiment de l'argent, tu dis, j'en ai pas besoin. Et je dis souvent à des gens qui veulent investir dans l'immobilier, qui me disent, ah, mais si je perds et tout, à 30 ans, 35 ans, perdre 20, 30, même 50 000 euros, est-ce que c'est grave ? C'est un peu dur comme mot, oui, c'est beaucoup d'argent, mais à 30, 35 ans, si tu n'es pas capable de refaire 50 000 euros, ne fais pas d'investissement boursier. Ne fais pas d'immobilier, ne fais rien en fait. Reste classique, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais reste classique, achète ta maison, mets des sous dans un bon obligataire nul, que beaucoup de gens ont mis, plus de 20 milliards d'ailleurs, les gens l'ont fait. Et c'est pas grave, financièrement c'est pas du tout intéressant. Mais si ça te rassure et que tu n'as pas envie de te casser la tête, fais-le. Mais si tu es un petit peu joueur, que tu as envie de bien gagner ta vie, d'être un peu riche ou beaucoup plus riche. Je plaisante parce que je suis pas du tout encore riche, mais je prépare le truc. Mais alors là, tu peux faire soit de la bourse, soit de l'immobilier. Et clairement, tu gagnes jamais tu gagnes jamais mieux ta vie sans prendre de risques. Et oui, il y a du risque dans tout. Maintenant, je pense que le risque dans la bourse est beaucoup plus important que dans l'immobilier. Et le gros avantage de l'immobilier, c'est l'effet levier que tu n'as pas dans la bourse. Maintenant, si tu maîtrises très bien la bourse, tu peux faire des beaux coups. Parce que comme tu disais,
quotidiennement, on requalifie la valeur de tes actions, ce qui n'est pas le cas dans l'immobilier. Donc tu peux acheter le matin, tu peux revendre le soir. Ça, c'est plutôt du trading et c'est pas du tout ce que je fais. À plein temps, et c'est un job à plein temps où il faut se former, il faut avoir des capitaux. Et on voit d'ailleurs dans les films les gars qui font ça, qui prennent la coke et tout parce que c'est stressant. Et... Là, c'est vraiment des traders, donc des gens qui vont analyser des graphiques et ce genre de choses et qui vont prendre des positions acheter, vendre. Et pour 99,99% de la population, ben en fait, c'est pas du tout pertinent. N'oublions pas quand même l'avantage de la bourse, c'est qu'on peut investir à partir de 5 euros par mois, 10 euros par mois, ça existe. Aujourd'hui, en immobilier, c'est peut-être des montants très faibles, mais pensons, par exemple, pour nos enfants ou nos petits-enfants. Ben, en fait, on peut déjà commencer à dire j'investis 50 euros par mois et peut-être qu'à 18 ans, cet enfant-là, il aura 50, 60, 70 000 euros, imaginons, ou 20 000 euros, et que ça pourra lui permettre pour un achat immobilier. Donc, parfois, entre guillemets, on me rit au nez en disant « Oui, mais 50 euros par mois, on ne va jamais devenir riche avec ça. » Oui, mais en fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas mettre plus de 50 euros par mois et c'est très bien. Tu me donnes une transition parfaite puisque finalement, le deuxième frein, ça va être le manque de connaissances. Là, j'imagine que je prêche un convaincu dans le sens où tu en as fait un peu ton business model, si je peux dire ça. Se lancer sans se former, c'est foncer droit dans le mur. Oui, mais c'est comme dans tout. C'est comme se dire je vais faire 100 km en vélo un dimanche après-midi parce qu'il fait beau et qu'on n'a jamais fait plus de 10 km. Donc à un moment donné, il faut prendre le temps. Aujourd'hui, on a quand même des ressources importantes, souvent gratuites aussi, que ce soit via des podcasts, des vidéos, ce genre de choses, pour se former. Et je pense que ça va arriver dans l'esprit de chacun en fonction des événements de la vie. Mais oui, il faut absolument prendre le temps de se former, peu importe ce dans quoi vous souhaitez investir. Il y a des gens récemment qui investissent dans des cryptos sans spécialement connaître le marché, en disant « Oh, je vais ouvrir un compte sur telle plateforme et je vais acheter comme ça », sans comprendre ce qui se passe. Si on fait des choses sans comprendre, il ne faut pas s'étonner un jour qu'on ait effectivement des retours de flamme qui peuvent être assez douloureux et brutaux. Ken, du coup, au contraire, la brique, elle a peut-être ce côté un peu rassurant. 60% des Belges qui ont plus de 18 ans sont propriétaires et donc ont déjà cette expérience d'achat. Par contre, je vais peut-être faire l'avocat du diable ici, mais est-ce que c'est pas au contraire un phénomène d'excès de confiance dans le sens où il y a pas mal de gens qui se sont dit « Ok, j'ai déjà acheté, je maîtrise » et par contre, investir dans l'immobilier versus acheter sa maison, son habitation propre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est effectivement pas la même chose. Donc acheter la maison, ça, on sait difficilement se tromper parce qu'on y reste pendant des années et comme l'immobilier fait son travail, on récupère ses sous. Même si on a mal acheté, on gagne toujours des sous par la suite. Donc ça, c'est pas grave. Mais effectivement, l'investissement immobilier, il y a beaucoup de gens qui achètent sans connaître le calcul de rentabilité. Parce que c'est ça qu'on cherche. Quand on fait de l'investissement immobilier, le seul intérêt, c'est de la rentabilité. Parce qu'acheter pour acheter et pas être rentable, ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça dans la bourse. En tout cas, des professionnels ne font pas ça sans que la rentabilité soit intéressante. Et il y a beaucoup de gens qui ont déjà leur maison et on a des clients qui nous disent « Moi, j'ai déjà acheté, je sais comment ça marche. » Ok, fais ton investissement. Et puis, ils achètent un bien qui est 20, 30, 40 000 euros trop cher. Et puis, ils ont surestimé le revenu locatif. Finalement, ils le louent 50, 100 euros moins cher. Mais au final, quand on additionne ces choses et qu'on fait le calcul de rentabilité, ils sont plus qu'à 1,5% pour quelque chose. Et là, je rejoins, ça reste risqué. Si le gars paye pas, si j'ai acheté trop cher et tout, que je veux revendre dans quelques années, je fais pas mon bénéfice. Ça n'avait aucun sens de faire ça. Donc là où je rejoins Greg, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de se former aujourd'hui, en bourse comme dans l'immobilier. Ça coûte de l'argent parce qu'effectivement, en suivant ces formations-là, on va gagner de l'argent derrière. C'est un investissement. C'est un investissement, mais beaucoup de gens ont du mal à se dire tiens, je vais payer 1500 une formation, c'est bon, je sais le faire moi-même. En vrai, si on fait payer 1500 la formation, je sais pas combien tu fais payer tes formations, mais en général, c'est dans ces eaux-là. C'est parce que on a une expertise qu'on a gagnée au fur et à mesure des années qui vaut un certain. Qui a son pesant d'or, quoi. Et puis on vous partage de l'information qu'on a nous appris pendant des années en quelques heures de formation qui vous permettra de gagner de l'argent derrière. Donc ça, c'est très très important de se former, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans la bourse. Il faut absolument maîtriser le truc.
troisième frein, c'est finalement la difficulté de choisir un bon investissement. Finalement, ne pas savoir dans quelle action ou fonds d'investissement les plus performants et les plus rémunérateurs. Encore dernièrement, j'en parlais avec une connaissance qui investit régulièrement dans la bourse et qui me disait, moi par contre, je ne donne aucun conseil sur dans quel domaine ou dans quelle société investir parce que j'aurais trop peur qu'il puisse y avoir une décote. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme décote. Une chute. Et du coup, j'aurais trop peur de prendre cette responsabilité. Du coup, quand on commence, vers quoi on se tourne et où? Oui, alors ça peut faire effectivement peur parce que, grosso modo, dans le marché boursier, il y a 50 000 sociétés qui sont cotées dans le monde. Comment moi, depuis ma petite campagne, depuis mon bureau devant les champs, je vais analyser les sociétés. Ouais. Moi, je n'investis pas dans des actions individuelles. Je suis contre l'investissement dans des actions individuelles parce que c'est extrêmement, extrêmement risqué. Comment je vais choisir telle ou telle action? Je dois analyser tout le secteur, analyser toutes les sociétés et me dire que c'est pas un travail d'analyse financière. Et d'ailleurs, statistiquement parlant, les analystes financiers et les banquiers, 90-95% du temps, font moins bien que la bourse. La bourse, c'est quoi? C'est par exemple la bourse américaine représentée par ce qu'on appelle un indice boursier. Un indice boursier, c'est un panier qui est composé, par exemple, des 500 plus grosses sociétés cotées en bourse. D'accord. Et ce panier-là, il fait, sur les 30, 40, 50 dernières années, entre 7 et 9% par an annualisé. J'ai appris à mes dépens, puisque entre 2013 et 2015, j'ai perdu 60% de mes économies en bourse en faisant plein de bêtises. J'ai appris à mes dépens qu'on n'investissait pas en bourse, selon moi, selon ma croyance et mon expérience, dans des actions individuelles. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, quand on a appris ça, on se dit, finalement, le temps, ça va demander quelques heures, bien entendu, de se former, et puis dire simplement dans quelle zone géographique je souhaite investir. Aux États-Unis, en Europe, en Asie. À partir du moment où on s'est posé ces questions-là, au départ, on ne sait pas, donc il faut prendre le temps justement de se former pour savoir que, par exemple, les États-Unis représentent 50% de la valeur boursière mondiale. Ce sont des entreprises américaines cotées aux États-Unis. Donc ça, c'est un point extrêmement important. 30% en Asie et 20% en Europe, si je schématise. Et puis, c'est de se dire, voilà, les États-Unis, il y a environ, peut-être 10 000 sociétés cotées aux États-Unis, un peu moins, mais disons 10 000. Est-ce que je vais analyser ces 10 000 sociétés-là? Non. Je vais prendre ce qu'on appelle des fonds d'investissement passifs qui vont répliquer des indices boursiers. Donc, un indice boursier composé, par exemple, des 500 sociétés de l'indice S&P 500, un fonds passif, si la bourse américaine fait moins 39%, le fonds passif va faire moins 39%. Si la bourse américaine fait plus 40%, le fonds passif va faire plus 40%. Donc c'est vraiment un copier-coller. C'est un petit peu comme l'expression que disait quelqu'un, c'est plutôt que de sélectionner certaines aiguilles dans une botte de foin, on va prendre toute la botte et on sait que là-dedans, il y a des actions qui vont très bien faire, comme Nvidia, Apple et ce genre de choses. Mais qui me dit que Nvidia ou Apple seront encore présents dans 15, 20, 30, 40 ans? J'en sais rien. Donc, ça permet de limiter les fluctuations, finalement? Là, ça permet de limiter quand même, pas entièrement, mais quand même les fluctuations, parce que c'est très rare qu'un indice boursier chute de 15-20% sur une journée. C'est extrêmement, extrêmement rare. Mais ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Par contre, des actions, oui, il y a parfois des actions sur une journée qui perdent 30 ou 40%. Donc moi, vraiment, je n'investis pas dans ce qu'on appelle des actions individuelles. Pour les gens un peu plus avertis qui nous écoutent, du stock picking. Non, je suis contre le stock picking, contre le fait de sélectionner, mais plutôt investir dans des grands paniers. Et moi, contrairement à ton ami, je partage mes montants, mes pondérations et mes codes ISIN sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai envie d'inciter les gens à partager leur portefeuille, parce que le manque d'éducation financière en Europe francophone est principalement dû à deux choses. Notre culture judéo-chrétienne, et le deuxième point, c'est que on n'en parle pas assez à la maison, avec des amis, dans la famille, avec des collègues, et si on n'en parle pas assez, on n'augmente pas en fait son niveau de connaissance et compétence sur ces sujets-là. Donc j'invite vraiment les gens à partager
ce qu'ils font, on s'en fout finalement que ce soit 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. C'est juste des chiffres, ça on s'en fout un petit peu. Mais le fait que les gens vont partager, ça va permettre justement de dire « Ah, tu fais ça, c'est intéressant, pourquoi ?» Et en fait, d'alimenter le débat, la discussion et d'augmenter le niveau de connaissance d'un maximum de gens. Oui, c'est vrai que c'est un autre débat, mais il y a très peu d'éducation financière, à part par exemple sur des médias émergents, on va dire podcasts, vlogging, webinaires, etc. Mais sinon, à l'école, par exemple. À l'école, en bourse, c'est très peu. Et moi, je me rendais compte quand j'étais banquier. Immobilier un peu plus, parce que le Belge a quand même la brique dans le ventre, il achète sa maison et tout. Enfin, il n'y a pas une formation qui est donnée aux citoyens belges sur... Non, mais on sait Non, mais les parents parlent de « Ah, c'est bien d'acheter ton appartement, c'est bien de mettre ça de côté, tu mets de côté sur un livret pour acheter ta maison et tout ça. » Donc, et les Belges savent que de temps en temps, on pourrait acheter une deuxième résidence pour mettre en location, ils le savent. Oui. L'investissement boursier, quand moi j'étais banquier, je me rendais compte que c'était vraiment, c'est familial. Si grand-père a fait, papa a fait, l'enfant fait. Ils ne se posent pas de questions parce qu'ils en ont parlé à la maison. Mais il y a très peu de gens, comme il dit, qui parlent ouvertement de ce que je gagne, de ce que j'ai investi. Tu vois, quand moi je fais des podcasts et que j'ai dit voilà, j'ai mis autant, j'ai gagné autant, des fois ma femme elle me dit oh, t'es très transparent et tout, mais en vrai, il n'y a pas de gêne à ça. On peut parler ouvertement. Ça, c'est l'Europe aussi, qui a une certaine gêne de parler d'argent. Là, l'Europe aux États-Unis. L'Europe francophone, la France, la Belgique en vrai, Okay. Parce que sinon, les Hollandais sont un peu plus prudes. Mais en vrai, dans plein d'autres pays, aux États-Unis, pour prendre un pays où il y a quand même beaucoup de monde, eux, ils parlent ouvertement des réussites, de combien j'ai mis, combien j'ai perdu, combien j'ai gagné. C'est très transparent et les gens félicitent la réussite. Tandis qu'ici, moi, je me suis déjà fait insulter sur des podcasts en disant encore un riche et tout, alors que je suis pas du tout riche pour l'instant. Je suis en train d'essayer de mettre des choses en place. Et pour puis m'en riche, sortir. c'est quoi? Riche, c'est quoi? C'est oui, 1 million, 5 millions? Non, riche, 500 000. c'est mes filles, c'est partir en vacances et c'est justement être le soir tranquille avec ma famille. Ça, c'est de la richesse. Après, j'essaie effectivement d'améliorer mon train de vie et de ne pas devoir travailler jusqu'à 67 ans. Et on essaye de mettre des choses en place qui, en fait, nous, comme on est dedans, on se dit, mais allez, c'est tellement simple. Ça reste pas simple, mais nous, comme on le fait tous les jours, ça nous paraît simple. On a envie d'aider les gens à le faire aussi, dans la mesure du possible, en fonction des revenus de chacun et de l'effort de chacun. Parce que pour reprendre mon exemple, moi, je ne suis pas... j'ai pas reçu de l'argent de mes parents à ne pas savoir quoi en faire. J'ai reçu, pour être tout à fait transparent, 8 000 € de mon papa. Et avec ça, j'ai pu faire mon premier investissement et j'ai reçu 3 000 € de ma maman. J'ai pu faire un deuxième investissement en prenant ma plus-value. Mais combien de Belges aujourd'hui, quand on voit qu'on a mis plus de 20 milliards dans le bon d'État, qui n'est pas du tout rentable, où l'argent est bloqué pendant 1 an et les gens, je crois qu'ils l'ont renouvelé, on pouvait le renouveler le bon d'État, ça n'a aucun sens financier ça. Et donc il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, plus que nous, et qui ne l'utilisent pas. Et quand on voit ça, on se dit, allez purée, donne-moi les sous, je vais le faire pour toi, ou vas-y, je t'apprends comment faire, parce que tu peux vraiment beaucoup mieux gagner ta vie. Et c'est vrai qu'il y a en Belgique cette gêne de parler d'argent et cette... jalousie que quelqu'un a réussi en se disant « Oh, mais lui, c'est un riche. » Bah non, pas du tout. En fait, je me suis instruit et j'ai commencé à essayer de mettre des choses en place pour devenir tout doucement, ou en tout cas dans le futur, devenir un peu riche et avoir une vie plus tranquille, quoi. Ok. Le 4e frein, c'est finalement le temps, apparemment. Il y a beaucoup de personnes qui, apparemment, analysent la bourse, l'investissement boursier, comme étant très chronophage et qui nécessite de suivre l'actualité économique, analyser les entreprises, etc., etc. Or, finalement, si je lis un peu entre les lignes de tout ce que tu nous as déjà partagé, on n'est pas spécialement sur un investissement qui est ultra chronophage et qui nécessite beaucoup d'énergie. Toi... Moi, non. En fait... Au départ, oui, mais c'est comme pour tout. Encore une fois, si on investit dans des actions individuelles, oui, ça demande du temps. Moi, je connais des gens qui ne font que ça, qui font des formations autour de l'investissement d'actions individuelles. Ça demande du temps. Ils font ça plusieurs dizaines d'heures par semaine. Voilà. Mais quand on est un investisseur plus passif, comme moi, comme je me définis, à ce moment-là, oui, ça demande du temps au départ pour se former. Et après, vraiment... ça demande quelques minutes par mois juste pour dire ok, en fait quel montant je vais investir ce mois-ci, très bien, tout est automatisé. Moi, mes investissements, que je sois en vacances sur mon téléphone, pas sur mon téléphone, ils se font tous les mois de manière automatique via le courtier que j'utilise. Donc voilà, mais avant ça, c'est comme pour tout. Moi, je dis toujours au départ, parce qu'on me demande souvent c'est combien d'heures, c'est 2 heures par semaine pendant 4-5 semaines. Si tu prends le temps de te former comme ça, après, tu vas voir que ça sera beaucoup plus facile. Et peut-être que les premiers mois, ça va te prendre un peu plus de temps de faire ton petit tableau Excel, ce genre de choses.
Mais après, ça roule. Pour moi, même si Ken, il gère super bien tout ça, je pense que l'immobilier est un tout petit peu plus chronophage, demande un peu plus de temps parce que, je veux dire, moi et mes investissements en bourse, il y a juste ma plateforme, il n'y a pas d'autres intermédiaires. Avec l'immobilier, il y a un locataire ou des locataires, il y a des entrepreneurs pour des travaux. Donc, bien entendu, si on est bien entouré, qu'on prend le temps, mais tout ça, ça demande de la formation et ça demande du temps d'investissement au départ, ça demande moins de temps, mais je pense quand même, pour en discuter pas mal avec certains de vos confrères ou consoeurs, que l'immobilier, c'est aussi des gens qui aiment bien prendre le temps, parfois le soir ou en fin de journée ou le week-end, pour justement aller regarder, se renseigner sur le bien, discuter avec son banquier des crédits et donc prend quand même, je suis certain qu'entre un investisseur immobilier et un investisseur boursier, si on regarde le temps passé à suivre ces investissements, pas en trouver d'autres, mais juste suivre, je pense quand même que l'investissement immobilier prend un peu plus de temps. Donc voilà, mais après, encore une fois, si les gens aiment bien ça, surtout qu'ils le fassent. Ken, tu rejoins, si tu dois être totalement transparent, tu penses que la bourse nécessite moins de temps que l'investissement immobilier ? Moins de temps, mais plus de formation. En fait, l'immobilier est assez facile de se former parce que tout le monde en parle. Et donc, c'est des termes très faciles à comprendre. Crédit, taux, travaux, il n'y a rien d'exceptionnel. En bourse, je vais reprendre mon exemple. Quand je travaillais à la banque, j'ai postulé pour devenir gestionnaire de patrimoine. Ce n'était pas le terme, mais comme ça, c'est facile pour tout le monde. Et il y a une place qui se libère, je postule. Et mon manager vient, il me dit « Ok, vas-y, on va faire l'entretien maintenant. » Et je dis ok. Et il me pose des questions sur la bourse. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas pourquoi les taux augmentaient. Je ne savais pas pourquoi c'était intéressant d'acheter d'obligations à tel moment, les revendre à tel moment. Je ne connaissais pas le système. Et donc, je me suis formé. Alors que je travaillais à la banque. Oui. Je n'y connaissais rien du tout. Et en vrai, dans la bourse, il y a plein de termes, qu'on n'a jamais entendus. Et donc, on est là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi les taux montent. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi l'offre et la demande? Comment ça fonctionne? Il y a des gens qui ont déjà entendu, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et donc, une fois qu'on maîtrise tout ça, là, on peut se dire, ok, vu la tendance actuelle du marché, j'irai plutôt vers les États-Unis. J'achèterai plutôt en euros aujourd'hui. J'achèterai plutôt en dollars aujourd'hui, parce qu'il y a les taux de change et tout. Mais en fait, c'est plein de termes qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est plus pointu comme vocabulaire, comme connaissance et compréhension de ce qu'est le système boursier et le marché. Et si on en revient sur l'investissement en temps que nécessite l'immobilier versus la bourse, tu disais, oui, la formation est peut-être un peu plus conséquente dans la bourse. Après, en 2 clics, tu as fait ton investissement. Voilà. Et puis, il est parti. Et comme tu n'investis pas pour revendre demain, tu as fait ton investissement mensuel, tu peux l'automatiser aussi à la banque. En général, ils appellent ça des focus plans ou des épargnes mensuelles, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais... Et tous les mois, la banque vient tirer 100 € de ton compte et l'investit dans un fonds que tu as choisi. Donc la gestion de tes investissements, elle est assez simple. Là où dans l'immobilier, elle prend plus de temps, c'est un petit peu plus compliqué, mais moi je délègue tout. Je délègue mes travaux, je délègue la gestion, je délègue le fait de trouver un locataire. Donc une fois que tout est mis en place, là ça prend plus de temps parce que investissement, en quelques clics c'est fait. Moi je dois un peu bouger, mais une fois que c'est fait, je travaille peut-être même moins que lui. Parce que je ne dois plus cliquer, je ne dois plus dire « Ok, là, je change de région du monde, vu l'information que j'ai eue de la Banque Centrale Européenne, parce qu'on augmente les taux, parce qu'on baisse les taux, je vais plutôt sur l'obligataire ou des actions. » Il y a quand même un suivi à faire qui n'est pas quotidien, mais qui est plus régulier. Dans l'immobilier, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Tu as quand même tout ce qui est vacances locatives, tout ce qui est... je délègue une gestion locative et je délègue... Donc, en fait, on m'appelle quand le problème survient. D'accord. Mais en général, je fais attention au départ qu'il n'y ait pas de problème qui arrive. Ok. Enfin, un dernier et 5e frein, ce serait finalement les émotions, telles que finalement la peur, la cupidité, l'impatience aussi parfois, qui peuvent amener les investisseurs dans la bourse à faire prendre des décisions un peu irrationnelles. Mais justement, j'ai tourné un podcast récemment juste sur les émotions en bourse. Et effectivement, les émotions en bourse, il y a énormément en fait... ce qu'on appelle de biais comportementaux. Un biais comportemental, c'est un schéma de pensée qui est guidé par nos émotions et c'est un schéma de pensée qui est complètement illogique. Prenons l'exemple d'un biais comportemental bien connu. C'est quoi? C'est le comportement moutonnier. Pourquoi il y a plein de gens qui ont des iPhones?
Parce que mon frère, ma soeur, mon copain, ma copine, mes collègues ont des iPhones. Au restaurant, il y a toujours des gens qui attendent que les premiers commandent et qui prennent un des plats commandés par les premiers qui ont commandé. Parce qu'on a besoin, en fait, on va imiter le comportement de son entourage pour se sentir intégré socialement. Combien de personnes investissent dans l'action Nvidia parce que, ou dans les cryptos, dans le Bitcoin par exemple, parce qu'on en entend de plus en plus parler et qu'autour de nous, voilà, ça c'est vraiment un biais comportemental. Oui, ou alors on se dit simplement, si les autres l'ont fait, s'il y a autant de personnes qui l'ont fait, c'est que ça doit être bien, non? C'est que ça doit être bien, mais en fait, prenons un exemple très concret. En Belgique, il y a 1,8 million de Belges qui font des plans d'épargne pension. Ok, on pourrait se dire, c'est génial, il faut faire un plan d'épargne pension. Moi, Grégory Guillemin, je n'investirai jamais et je n'ai jamais investi dans un plan d'épargne pension. Et je te confirme que Ken hoche la tête aussi. Parce que c'est complètement merdique, parce que oui, elle a des déductibilités fiscales, mais surtout parce qu'on ne parle pas des frais relatifs à ça et la taxe aussi à 60 ans et à 60 ans qui arrivent. Mon point, pour revenir sur ta question, c'est quoi les émotions? Oui, les émotions en bourse vont perdre entre 3 et 4% par an simplement aux investisseurs. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, on est composé d'émotions et c'est pour ça vraiment que moi j'insiste. Tout à l'heure, Ken disait pour suivre le marché, il faut faire ci, il faut faire là. En fait, c'est une grosse croyance populaire de dire qu'on investit en bourse, il faut suivre l'actualité économique et tout ça. Je suis l'actualité économique pour ma newsletter qui s'appelle Les Tutos de Greg, où il y a plus de 8000 personnes qui me lisent chaque semaine, mais je ne suis pas l'actualité économique pour mes investissements, parce que moi, je définis une stratégie, les zones géographiques, les secteurs, grosso modo, les zones géographiques, les secteurs, tous les secteurs, et puis mes fonds passifs, et puis je ne touche plus. Et alors que je sais que le lobby bancaire, des gestionnaires vont dire « Ah, mais oui, en fonction des États-Unis, il faut mettre moins aux États-Unis, plus en Chine, ou vice-versa. » Peu importe. Mais ça, c'est une croyance populaire, c'est ce qu'on appelle essayer de faire du market timing, acheter bas, vendre haut, changer de stratégie. En fait, moi, pas du tout, mais il y a plein de gens qui font ça et qui sont guidés par leurs émotions. Comment maîtriser ça? Comment gérer ses émotions? Avoir un plan d'investissement le plus clair possible, avoir l'humilité de dire que si on investit en bourse, on ne contrôle pas les performances et on ne peut pas contrôler l'évolution de la bourse sur les 20-30 prochaines années. Ça, c'est un point extrêmement important. Et investir tous les mois. Si on investit tous les mois, au plus on rend l'investissement ennuyeux en bourse, au mieux c'est. Parce qu'au plus il est ennuyeux, au moins il va venir titiller nos émotions. Et au moins il titille nos émotions, au moins grande est la probabilité de faire une bêtise avec notre argent. Pour la petite histoire, entre février et mars de 2020, le marché a perdu 34%. J'ai un client qui a vendu le 12 mars 2020 toutes ses actions parce qu'il ne supportait pas. Le marché à ce moment-là était à moins 20%. Il a vendu tout. Lui, il était seulement à moins 6%, mais le marché était à moins 20%. Okay, il a vendu tout ça. Donc, il a perdu de l'argent. Donc, à ce moment-là, il a acté une perte, effectivement. Il est revenu en bourse, il a racheté des actions en été. Oui, mais en été, le marché avait fortement rebondi. Alors, donc, il a encore perdu de l'argent. Donc, il a acheté plus cher, oui, okay, effectivement. Et donc, il a eu un manque à gagner de 10%. D'accord. Oui, mais un manque à gagner de 10% sur 20 millions d'euros, c'est 2 millions d'euros. Oui. Donc, juste sur une décision émotionnelle, que ce soit des millions d'euros ou que ce soit pour 100 000 euros ou pour 1 000 euros, juste sur une décision émotionnelle, il a perdu effectivement 10%. Et donc, les émotions en bourse sont extrêmement destructrices de valeur. Et donc, c'est pour ça vraiment que au plus on rend ça ennuyeux, au mieux c'est, selon moi, mais encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est pour ça que le marché boursier est aussi volatile, parce que je vais être très cru dans ce que je dis, mais la masse est bête. Et quand il voit les prix monter, 92, 94, 96, il se dit « Ah, je vais acheter ». Et donc, il achète à 98 et à 100. Et puis, ça baisse à 90, 80, et là, il dit « Ah, il faut que je vende ». Donc, le con. Et ça fait effet de boule de neige, en fait. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est très stupide, c'est qu'à 100, il était OK d'acheter, mais à 80, il vend. Mais vous savez pourquoi ça vient, aucun sens. C'est ce qu'on appelle l'aversion aux pertes. En fait, la douleur éprouvée par
la douleur éprouvée par une chute, une perte de 100 € est 2 fois plus grande que le plaisir éprouvé par un gain de 100 €. D'accord. Donc, vraiment, les douleurs, psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile à vivre pour nous. Et donc, quand on voit le portefeuille passer, on est à 100 et le portefeuille passer à 90 ou à 80, à un moment donné, il y a un sentiment de peur qui vient chez nous. On a peur peut-être même de mourir. Quid si mon portefeuille chute et continue sa chute à 70, 60, 50, etc., etc. Donc, à un moment donné, on préfère se couper la moitié du bras, que se couper la totalité de son haut. Et donc, c'est vraiment, en fait, simplement parce que... on est des êtres humains. Plein d'émotions. Voilà, plein d'émotions. Et quand on a un sentiment de peur, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit notre portefeuille chuter? On peut se dire, on vend. Chose qu'on ne voit pas sur l'immobilier parce que la chute, on ne la voit pas directement s'il y a une petite chute. Et on ne se dit pas, on va vendre comme ça parce que c'est plus difficile, c'est plus contraignant, ça prend plusieurs mois pour vendre, pour avoir l'argent et tout ça. En bourse, la magie ou la non-magie ou la difficulté, c'est effectivement que quand il y a une chute, on la voit bien et effectivement, on peut être extrêmement émotionnel, mais c'est tout à fait normal d'être émotionnel. Mais si on ne se pose pas la question pourquoi je réagis comme ça et qu'on n'essaye pas de grandir, ben on va refaire. Et les gens refont tout le temps les mêmes erreurs. Parce que l'investissement, ça doit être 100% rationnel. Et les gens sont 100% irrationnels. J'ai mis 5 000 € dans du Bitcoin. Je suis monté à 7 000, quand il était à 20 000, j'ai acheté, il est passé à 25 000. Il y a une nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais là, imagine, je perds mon téléphone et tout, j'ai perdu mes bitcoins et tout, c'est 7 000 balles. Je me suis levé à 3 h du matin, j'ai vendu. Aujourd'hui, il est à 60 000. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je n'ai pas géré mes émotions. Parce que tu as investi et tu n'avais pas une stratégie claire au départ en disant j'achète là, détention de long terme, ou si ça touche ce montant-là, je vends. Oui, mais en fait, le stress, c'était de perdre mon téléphone. Oui. Et je me suis dit, merde, il faut que je vende. Et donc, c'est pas du tout rationnel comme truc. Parce que si j'avais gardé mes sous aujourd'hui, je n'avais pas besoin en plus, j'aurais triplé mon capital. Donc, l'émotion en bourse est un très mauvais compagnon. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a des types de personnes à qui toi, tu vas déconseiller d'investir en bourse parce que tu les screens dès le départ et tu dis, ouh là, celui-là, c'est un stressé et je lui déconseille d'investir en bourse. Moi, je dis toujours, en fait, si... En bourse, vous n'êtes pas capable de vivre avec une chute. Déjà, il faut investir en bourse pour minimum 10 ans. Ça, c'est ma croyance. Deuxièmement, c'est tester sa tolérance à la volatilité. Si, à un moment donné, vous n'êtes pas prêt à vivre avec une chute de 15 ou 20%, n'investissez pas en bourse. Okay. 15 ou 20, s'ils disent je mets 10 000, je ne veux pas avoir en dessous de 8 000, je vais leur dire, je vais les former pour dire, voilà, vous avez une partie dans des actions, mais il faut également des coussins de sécurité. Ça peut être un compte à terme, ça peut être de l'or, ça peut être des obligations de bonne qualité. En disant, on prend des actifs financiers, mais qui viennent servir de coussin de sécurité si à un moment donné, les actions chutent de 50%. Mais il y a plein de gens, effectivement, quand je pose la question sur des sondages ou tout ça, qui ne sont pas capables de vivre avec un moins 15 ou moins 20. Si on n'est pas capable de vivre avec un moins 15 ou un moins 20, alors que le portefeuille il est diversifié, alors il ne faut certainement pas investir en bourse. Moi, je suis beaucoup plus agressif dans la gestion des portefeuilles en bourse. C'était de dire aux gens, voilà, si tu n'es pas prêt à faire moins 20, moins 30, ça veut dire que tu n'es pas prêt à gagner 20-30. Parce que si tu veux perdre que 5%, tu gagneras que 5%. Ce n'est pas assurer tes pertes et maximiser tes gains. Donc en vrai, moi je disais aux gens, les sous que vous mettez, vous devez être prêt à les perdre dans l'entièreté. Donc si ce n'est que 5 000, on met que 5 000, mais on y va. Parce que faire du 3% sur 5 000, tu as gagné 150 balles. Est-ce que tu te casses la tête pour gagner 150 balles? Par contre, si tu fais 100% sur 5 000, tu as gagné 5 000. Ça devient sympa. Là, tu as fait tes vacances pour l'année, c'est quand même chouette. Donc, je suis toujours aussi dans qu'est-ce que tu cherches comme gain? Et c'est pour ça que moi, je trouve que l'investissement mensuel de 50 balles par mois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, n'a pas beaucoup de sens parce que tu mets 600 € de côté par mois. Comme tu as lissé ton truc, si tu as de la chance, tu as fait 3% annuel. 3% de 600, c'est 18 €, quoi. Donc, est-ce que tu joues pour 18 €, bloquer de l'argent? Et c'est pour ça que je ne fais pas l'épargne pension non plus. Parce que là, tu bloques 90 balles par mois jusqu'à tes 65 ans. Mais 65 ans, entre-temps, moi, avec les investissements immobiliers que je fais, j'ai déjà arrêté de travailler, donc je n'ai pas besoin de capital à ce moment-là, tu vois. Okay. Donc, l'épargne pension n'a vraiment pas beaucoup de sens financier parce qu'en plus, tu ne peux pas le vendre. Imagine, à 59 ans,
tu as une super année boursière. Et tu te dis, mais là, j'ai envie de vendre mon fonds parce qu'on vient de faire 100% de plus-value. Et puis, l'année d'après, Covid, hop, et tu as 60 ans et tu pouvais enfin revendre. Tu es à perte. Donc, tu as épargné tout ce temps-là et on te dit, à ce moment-là, vous pouvez vendre, pas avant. On peut vendre, mais ça coûte... alors, tu dois rembourser 33% de frais et tout. Ça n'a plus de sens. Donc, effectivement, ces épargnes mensuelles... Ça dépend quel montant. Si tu mets 1000 € tous les mois dans un fonds, là, c'est bien parce qu'alors, tu commences à jouer avec des vrais montants. Mais mettre 50 balles, 100 balles... Je trouve pas que ça a beaucoup de sens, sauf si tu le fais sur toute ta vie, mais encore, on est sur des petits montants. Alors, c'est intéressant, justement, je me permets de rebondir, parce qu'effectivement, c'est une croyance très forte. 100 € par mois pendant 60 ans. Alors, on va dire, oui, 60 ans, c'est beaucoup. 100 € par mois pendant 60 ans, c'est 72 000 €. À un taux de 6%, et pas de 7-8%, à un taux de 6%, c'est 1 million et 10 000 €. Donc, simplement parce qu'au départ, on ne gagne pas grand-chose sur 500-600 € par an. Oui, mais à un moment donné, quand le montant est passé à 50 000 € et qu'on fait 6% de 50 000, c'est sympa, c'est 3 000. Puis qu'on fait 6% de 100 000. C'est exponentiel. En fait, c'est exponentiel. Oui. Mais il faut vraiment... Moi, je dis toujours, un des mythes, c'est on peut devenir riche en investissant en bourse. Non, sauf si on a plusieurs décennies devant soi, sans aucun problème, oui, et faire grandir son argent. Donc, il faut vraiment du temps, mais que pour moi, et c'est vraiment ce que je défends, c'est que même avec 10 € par mois, commencez. Pourquoi ? Parce qu'un jour, vous allez travailler, vous gagnerez peut-être plus d'argent. Un jour, vous allez peut-être hériter, justement, de biens immobiliers, de biens mobiliers, de portefeuilles. Vous aurez plus à mettre. Si vous commencez pas tôt, vous allez moins maîtriser. Et un jour, vous aurez 50 000 €, 100 000 € que vous aurez reçus de vos parents, comme ça. Et vous allez dire, ah, mais qu'est-ce que j'en fais ? Je vais directement voir le banquier. Chose qui n'est peut-être pas la chose la plus optimale à faire. Il faut m'appeler moins et on investit dans l'immobilier. Et donc voilà. Finalement, se former sur des petits montants est moins risqué et du coup, le jour où on a des gros montants, on saura mieux les maîtriser. Oui, voilà. Et en fonction du... Parfois, il y a des gens qui pourraient mettre 1 000 € par mois ou 500 € par mois et qui commencent avec 100 pour comprendre. C'est comme le vélo. Au départ, on fait 10 km, puis 20 km, puis 30 et on y va progressivement. C'est comme l'immobilier. Même si on a des gros montants, on n'achète pas directement un immeuble à 2 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Donc, on y va progressivement, mais vraiment, économiquement parlant, on pourrait se dire, ouais, mais quelques pourcents par an sur 600 €, ça n'a pas de sens, ou sur 1 000 €, ça n'a pas de sens. Mais c'est la philosophie de dire qu'il y a des intérêts qui eux-mêmes génèrent des intérêts, et la boule de neige grandit petit à petit à son rythme. Ok, on passe sur les a priori et les freins finalement à l'investissement dans la brique. Finalement, vous m'avez un peu offert une transition puisque le plus gros a priori, ou en tout cas le plus gros frein, ça va être le coût élevé de ce type d'investissement. On ne peut pas investir dans l'immobilier avec 50 €, 100 €, même 1 000 €. Effectivement. Finalement, à partir de quel montant on peut investir dans l'immobilier ? Ouais, il faut au moins 10 000 €. D'accord. Parce que quand je suis en tant que primo-acquéreur. Ouais, en tant que primo-acquéreur, je peux faire mon achat à Bruxelles en dessous de 200 000. Je ne paye pas de droit d'enregistrement, j'ai un abattement total. Je dois juste payer les frais d'acte de crédit et frais de notaire qui vont tourner aux alentours des 10 000 € en fonction des prix. Mais en dessous de 200 000, c'est plus ou moins ça. Donc avec 10 000, je peux faire mon premier achat. Quand je veux acheter le deuxième, bon là, je ne vais pas tout réexpliquer ici, on va rediriger vers d'autres podcasts, mais en fonction de la valeur de mon premier achat et de ce que j'ai déjà remboursé, je vais pouvoir utiliser la sûreté dégagée comme apport pour mon nouvel achat. Plus de l'épargne que j'ai pu faire entre-temps, que je vais injecter dans mon projet. Et donc là, pour être très précis dans ta réponse, la banque ne prêtera jamais plus que 80% de la valeur de mon patrimoine immobilier. Tu vois, moi aujourd'hui, on va faire une offre sur un studio. Je ne vais pas sortir 1 € de ma poche. Je vais acheter un appartement, frais, travaux compris, sans sortir 1 € de ma poche. Juste sur la plus-value. Juste sur les sûretés déjà dégagées sur mes autres appartements. Ce qui est, par exemple, impossible en bourse, en disant, tiens, voilà, moi j'avais mis 100 000 dans tel fonds, aujourd'hui il vaut 200 000, est-ce que je peux remettre 100 000 grâce à vous, on se finance ? Non, la banque va jamais financer un client pour des investissements. Par contre, elle le fait, mais il faut avoir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Faire un crédit pour un investissement immobilier, pour un investissement mobilier, c'est pour le lambda, en tout cas, c'est interdit même par la loi. On ne peut pas financer des investissements mobilier en Belgique
et même en Europe, ce sont des règles MiFID et tout le bazar. Enfin, on ne va pas venir là-dessus. Et donc, dans l'immobilier, c'est possible. Et ça, c'est la grande force de ce système-là. Donc, c'est comme ça qu'on calcule pour répondre à tes questions. À partir de combien on peut acheter le deuxième, ben, il faut que la banque, que j'ai au moins 20% plus les frais disponibles en cash ou en sûreté. Donc, si on réconcilie immobilier et bourse, ça peut être investir en bourse au départ 50-100 euros par mois pendant quelques années. Et puis, si la personne veut faire de l'immobilier avec ses 10 ou 15 000 euros, commencer à faire de l'immobilier. J'aime bien ta manière de voir les choses. Clairement, c'est ça. Et donc, si jamais j'ai fait une très belle plus-value en bourse, à un moment donné aussi, il faut se dire, tiens, ben, je vais prendre ma plus-value, pas pour mettre sur mon compte épargne, mais pour faire mon prochain achat, premier, deuxième, troisième achat immobilier. Le marché chute, j'avais un peu de sous de côté, plutôt que de faire de l'immobilier, ben je me dis tiens, je profite de la baisse des marchés pour rentrer là-dedans. Donc effectivement, l'utilité des deux a son intérêt en fonction de la situation dans laquelle on se trouve et de ses moyens évidemment. Ok. Les freins 2 et 3 finalement ils sont assez liés et correspondent aux risques liés aux locataires. À savoir premièrement les vacances locatives et puis donc c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir trouver de locataires pour rentrer dans le bien et à contrario devoir payer par contre un crédit hypothécaire pendant ce temps-là. Oui. Et puis aussi la peur de tomber sur des locataires, je dirais, indélicats qui vont potentiellement ne pas payer leur loyer ou saccager le bien immobilier. Donc voilà, finalement, qu'est-ce que tu réponds à ces inquiétudes, toi, Ken ? Ben, elles sont vraies. Ça, c'est sûr que sur le marché boursier, il n'y a pas. Y a pas un gars qui dit, tiens, finalement, je ne te rends pas ton argent. Non, ça, c'est réglementé, donc tu les récupères. Chez nous, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, comme on peut gagner beaucoup plus sa vie dans l'immobilier, tu gagnes jamais de l'argent sans risque. C'est comme je disais tout à l'heure, si tu veux faire 20%, tu dois pouvoir accepter de perdre 20%. Si moi, je veux utiliser cet effet levier et gagner ma vie le plus rapidement possible, je dois accepter parfois de vivre ces risques où un locataire ne me paye pas, où il abîme ma cuisine, et à moi de bien sélectionner mon locataire, de faire des travaux intelligents. Si jamais il les casse, ça ne me coûte pas trop cher à réparer. C'est de la gestion, c'est du stress, c'est du risque, mais j'ai un meilleur rendement derrière. Ça t'est déjà arrivé ? Pour l'instant, pas. Ok. Et j'ai 5 studios, donc j'essaye vraiment de bien... mes studios sont retapés à chaque fois. Entièrement. Donc ça amène quand même une certaine qualité de location, parce que sur Bruxelles, il y a encore beaucoup de gens qui mettent des taudis en location. Quand tu respectes pas ton locataire, en échange, il te respecte pas non plus. Donc moi, je mets nouvelle cuisine, nouvelle salle de douche, et c'est nouveau sol, c'est repeint, c'est entièrement refait. C'est nickel, quoi. Donc le locataire, il sait, et en plus, comme je mets de la gestion locative, pour ne pas m'en occuper, il a un service 5 étoiles. Donc jusqu'à présent, ils m'ont toujours tout payé. Quand il y a des problèmes, c'est réglé dans les 24 heures. J'ai jamais eu de soucis. Et il y a la garantie locative, l'état des lieux aussi, si jamais ils abîment quelque chose. Mais jusqu'à présent, tout a toujours été nickel. Ok, d'accord. Bon, écoute, tu viens finalement répondre au 4e frein qui est finalement lié à la gestion locative, qui peut être assez chronophage et refroidir pas mal d'investisseurs, contrairement à la bourse où une fois que c'est implémenté, ça va assez vite. Et, voilà. Mais voilà, on ne va pas refaire une énième fois le débat. Enfin, finalement, à l'instar du marché boursier, il y a aussi la fluctuation du marché immobilier. Là, j'étais un peu étonnée parce que finalement, tu le disais en début de podcast, il est assez stable le marché immobilier. Pourtant, il s'avère que ça reste malgré tout un frein ou une inquiétude de la part des investisseurs immobiliers. C'est une méconnaissance du marché. Parce qu'en Belgique, sauf si on va sur certaines zones après les inondations et tout, là, malheureusement, c'est très compliqué. Mais si tu prends Bruxelles, plein de villes en Belgique, et pour rebondir sur ce que tu disais sur le Luxembourg, c'est un microcosme, en fait, c'est une autre vie. Et donc, si tout le monde va bien, c'est très bien, mais si tout le monde va mal, c'est vite... comme une grippe, c'est vite répandu. Donc, tu penses que, par exemple, la Belgique, elle ne risque pas cette bulle immobilière ? Très peu, parce qu'il y a en fait beaucoup de propriétaires qui vivent dans leurs biens, et donc ils n'ont pas l'obligation de vendre. Et puis, il y a beaucoup d'investisseurs qui, s'ils ne vendent pas en plus-value, ils gardent et ils mettent en location. Donc, le marché belge est détenu par des personnes privées. Qui pas gèrent, des institutions. Pas des institutionnels qui, de temps en temps, disent en assemblée générale, tiens, en fait, le parc immobilier, on vend, on va faire autre chose. Et eux, ils vendent qu'ils fassent moins 10, moins 15, moins 30% sur les bureaux, par exemple. Ils s'en foutent parce que dans leur
stratégie économique, c'est de dire ça, c'est plus notre investissement. On vend, on va faire autre chose maintenant parce qu'on veut faire l'iPhone 16, j'en sais rien, on veut un nouveau médicament, je donne plein d'exemples, mais maintenant on investit tout là-dessus. Ils vendent et ils en ont rien à faire du prix de vente, plus ou moins, hein, ils font attention, mais si c'est moins 10, moins 15, et quand eux ils vendent, c'est pas 1 million vendu, c'est en dizaines, voire centaines de millions. Mais quand eux vendent à perte, tout le marché suit. La tasse. Hein. En Belgique, c'est beaucoup moins le cas. On est détenu par des personnes physiques, même si certains sont multipropriétaires. Il n'y a jamais personne qui dit « Allez, je vends tout mon patrimoine immobilier maintenant », parce que soit il le vend pour léguer à ses héritiers, et donc il se dit « Ah, bah, celui-là, je le vends pas bien, tant pis, je fais une donation en usufruit une propriété, parce que la location est plus intéressante. Tout est analysé. Donc, les seuls gens qui jouent sur le prix, c'est les divorces, c'est les gens qui n'ont pas payé leurs dettes et donc qui vendent public. Mais ça représente une très petite partie du marché. Donc le marché belge est quand même très soutenu grâce aux propriétaires qui vivent dans leur maison, qui ne font pas comme moi, qui n'investissent pas en fait. Et puis les investisseurs, comme moi, ne vendront que s'ils font un bénéfice. Donc on soutient les prix et de temps en temps il y a des petites chutes, mais quand on regarde le Covid, le marché belge il n'a pas baissé. Hein. On a fait 0%, mais 0% c'est exceptionnel dans les conditions de marché qu'on a vécues. Donc le marché belge est très très fort. Ok. Et enfin, le petit dernier, c'est moi qui l'ajoute, c'est pas les intelligences artificielles, c'est finalement qu'un actif immobilier, il n'est pas divisable, il n'est pas liquide, c'est ça le terme qu'on utilise. Effectivement. Donc soit tu vends tout, soit tu vends rien. Tu ne peux pas juste vendre ton jardin parce que tu as envie de financer un tour du monde, tu le disais tout à l'heure, ou les études des enfants, un voyage. Là où, à contrario, finalement, Grégory, les actifs immobiliers, ils peuvent être retirés à tout moment. Et, oui, ton portefeuille, s'il fait 100, tu peux en vendre 25 parce que tu as envie de financer quelque chose. Et voilà, mais le fait d'être illiquide et d'emprunter de l'argent pour faire de l'immobilier, potentiellement, tu vas chercher un rendement effectivement plus important. Il y a ce qu'on appelle cette prime d'illiquidité qu'on paye. Donc voilà, et ça, il faut... Moi, je connais plusieurs personnes très bien qui possèdent plusieurs biens immobiliers, ce genre de choses, et qui n'ont pas 30 000 € en cash devant eux. Et qui se disent, bon, mais s'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut peut-être réfléchir à ce moment-là, de dire, en fait, c'est bien, vous avez eu effectivement des biens immobiliers, des biens de vacances, comment vous financez ça ? Puis dire, en fait, mince, à un moment donné, c'est bien d'être, entre guillemets, riche, mais si c'est du patrimoine illiquide dont on ne peut pas directement jouir, comment on fait justement ? Donc là, effectivement, c'est important de se rendre compte que, un bien immobilier, ça prend du temps à acheter, ça prend du temps à vendre. Pour ça, c'est parfois complémentaire d'avoir de l'immobilier et parfois des investissements boursiers en cas de besoin. Là, je te rejoins là-dessus et c'est pour ça que moi, j'utilise ma stratégie, c'est d'être locataire de mon bien parce que je ne conseille jamais d'acheter des biens en centaines de milliers d'euros parce que tu as une maison à 750 000 € que tu as déjà bien remboursée. Tu es riche de 400 000, 500 000 dans ta maison, mais si tu as besoin de sous, tu ne vas pas vendre la maison dans laquelle tu vis, parce qu'il faut bien se reloger. Donc moi, je suis locataire de mon bien et je fais plein d'investissements dans des petits studios, parce qu'ils valent 150 000, 200 000 €. Et tu pourrais les revendre finalement si jamais... Je ne sais pas vendre 10 000, 15 000, 20 000, mais si à un moment donné j'ai un couac, je dis ce studio-là, je le vends. Et alors, je vends en fait 20% de mon patrimoine immobilier. D'où l'importance d'avoir toujours un coussin de sécurité, que ce soit de l'immobilier ou de la bourse. L'immobilier, la bourse, parce que si on doit vendre et que la bourse a chuté de 30%, c'est pas trop le moment de vendre. Et l'immobilier, si on doit vendre, ça prend 6, 8, 10 mois avant d'être vendu. Donc, dans les deux cas, ayez un coussin de sécurité entre 6, moi je l'estime comme ça, entre 6 mois de dépenses et 12 mois de salaire net. Ça fait une fourchette et choisissez un chiffre dans cette fourchette-là pour justement être là en cas de coup dur. Je trouve que c'est beaucoup parce qu'en Belgique, et on l'oublie souvent, on a le cul dans le beurre. On a la mutuelle, on a le chômage. Si on investit en bourse, qu'on gagne bien notre vie, ça veut dire que sur le marché de l'emploi, on est quand même quelqu'un de qualitatif, donc on peut vite retrouver du boulot. Donc, mettre 25 000 € de côté en cas de coup dur, il y a vraiment en Belgique des coups durs où je ne suis pas aidé, c'est très compliqué. Rationnellement parlant, dis-moi quelqu'un dans ta vie qui dit « Putain, heureusement j'avais 25 000, ça m'a sorti de la merde. » C'est jamais arrivé. Je pense qu'il faut juste dire, en fait, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ken a une sensibilité différente de moi et que moi, je peux avoir une sensibilité différente de toi. Mais c'est de se dire vraiment, en cas de coup dur,
Voilà, je suis pas... Enfin, je connais encore une personne qui doit vendre maintenant un bien immobilier parce qu'il est dans la merde financièrement. Il est obligé de le vendre. Donc, le but, c'est de pas arriver et de se dire je suis obligé de vendre. Ses coordonnées après le podcast. parce que le problème de ça, c'est que tu es obligé de le faire et là, c'est là où tu détruis de la valeur. Ok, c'est peut-être une question qui aurait dû arriver bien en amont de ce podcast, mais finalement, comment est-ce qu'on évalue la performance d'un investissement qui soit immobilier ou boursier? Oh ben, boursier, c'est très simple, beaucoup plus simple que l'immobilier. Qu'est-ce que tu as au 1er janvier? Qu'est-ce que tu as au 31 décembre? Qu'est-ce que tu as mis au cours de l'année? Et tu fais une soustraction puis une division et tu as ta performance, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de 6%, c'est non, plus ou moins les qu'a fait la bourse sur les 15 dernières années? La bourse mondiale, c'est 12-13% par an. Sur les 30, 40, 50 dernières années, c'est entre 7 et 8% par an. Les États-Unis, c'est toujours un tout petit peu plus que l'Europe sur les 30, 40 dernières années, même s'il y a des cycles. Hein. Parfois, c'est mieux les États-Unis que l'Europe. Mais là, il faut toujours prendre le temps d'aller un petit peu sur Google et de regarder voilà, les performances de l'indice MSCI World ou S&P 500. Vous ne savez pas encore ce que c'est, mais si vous tapez sur Google, il y a des fiches explicatives qui expliquent cela et de voir que si votre banquier qui a investi 100% dans des actions belges a gagné 5% par an les 15 dernières années et que la bourse mondiale a fait 12% par an, là vous pouvez dire en fait vous n'avez pas fait du super travail, quoi. Donc il faut prendre le temps, mais le calcul de rentabilité est assez bien fait parce que sur l'application téléphone on a la rentabilité journalière et donc la rentabilité depuis le début de l'année aussi. Ken? En immobilier ça se calcule avant. Tu calcules ton prix d'achat, tes frais, tes travaux et tu estimes la location que tu vas avoir. Et là, tu calcules ta rentabilité en disant « Ok, cet investissement est intéressant ou pas ». Mais une fois que c'est lancé, il n'y a pas de surprise. Dans l'investissement boursier, tu te dis « Voilà, je mets 100 et j'ai fait 110, bonne surprise. Ah, je suis à 90, mauvaise surprise. » Tu gères moins ton risque à l'avance. Tandis que dans l'immobilier, tu le gères à l'avance. Tu as une idée du marché, tu as une idée de la location, tu as une idée de ce que vont te coûter les travaux. Tu sais ce que ça va te rapporter. Il n'y a pas de surprise, quoi. Et comment tu appréhendes finalement les vacances locatives, les potentiels travaux qu'il va falloir effectuer dans le bien, etc. Tu les moi, je les retape complètement. Normalement, il n'y a pas de travaux de réno. Et si jamais quelqu'un abîme, il y a la garantie locative ou je peux l'attaquer en justice si jamais il a vraiment déglingué mon truc. Et normalement, il y a des assurances, il payera. Donc, j'ai pas de surprise énorme. Si jamais il y a des travaux dans la copro, je l'ai déjà lu avant d'acheter. Je lis les PV d'AG pour voir s'il y a une surprise ou pas. Mais donc, tout se prépare en amont. Et j'ai pas de surprise derrière. Je sais exactement combien ça va me coûter, combien j'ai rapporté. Et dans mon calcul de rentabilité, je prends toujours le worst case. Donc, je calcule mes revenus locatifs sur 9,5 mois. En me disant, voilà, j'ai des charges, j'ai peut-être un vide locatif. Comme moi, j'ai des studios, j'ai beaucoup de roulements. Donc, en général, le locataire change chaque année. Et donc, je calcule aussi ces frais-là de changement de locataire. Peut-être un vide locatif pendant 2 semaines. C'est calculé dans ma rentabilité. Et au niveau des montants, du coup? Moi, sur mes investissements, je fais plus ou moins 5% de rendement. Mais j'aime pas ce terme-là parce que c'est fictif. Moi, ce que je calcule vraiment, c'est qu'aujourd'hui, avec ma compagne, on a mis plus ou moins 140 000 euros dans tous nos biens et on fait 1 800 euros par mois de revenus. Et donc ça fait plus ou moins presque 15% de revenus nets. C'est comme ça que moi, je calcule mon revenu. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a encore la plus-value latente de mon immobilier que je récupérerai que le jour où je vendrai. Ça, c'est comme dans la bourse. Tant que je n'ai pas vendu, ça vaut rien. Donc, ça vaut rien. Si ça m'aide à faire l'effet levier. Mais tant que je n'ai pas vendu, je ne peux pas certifier cette valeur-là, quoi. Ok. Alors, une petite dernière question, mais pas des moindres. On le sait finalement, la Belgique, elle est la reine en termes de taxation. Qu'est-ce qu'il en est des plus-values dégagées de vos investissements respectifs et comment c'est taxé et comment ça se passe lorsqu'on retire l'argent? En théorie, à l'heure, en tout cas, d'enregistrer cette vidéo, si on investit en bourse, dans des instruments financiers type actions, fonds d'actions, ce genre de choses, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Après, sur les obligations
par exemple des fonds obligataires, c'est différent. Il y a ce qu'on appelle la taxe Renders sur des SICAV obligataires également. Sur des obligations en ligne directe, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Donc c'est assez complexe vraiment. Mais grosso modo, si on a un profil très agressif comme le mien en bourse, pas de taxe sur la plus-value si et seulement si je suis dans une gestion en bon père de famille. Alors ça, c'est sujet à interprétation, hein, parce que voilà, mais grosso modo, si on investit tous les mois dans quelques fonds d'investissement passifs comme je le fais, ça sera toujours 0%, sauf si ça vient à changer. Effectivement, ça sera pas toujours 0%, c'est 0% maintenant, parce que c'est en gestion de bon père de famille. Je fais pas du trading, j'achète pas, je vends pas, j'achète pas, je vends pas. Si je faisais du trading comme ça et que c'est assimilé à une activité professionnelle, là je serais taxé comme un professionnel, ou même potentiellement les cryptos. Il y a beaucoup de cryptos qui sont où on a un comportement plus spéculatif, où c'est taxé effectivement à du 33%. En fait, il y a une taxe sur opération boursière quand on revend. Oui. Donc, ou quand on achète aussi, oui. Ouais, il y a des produits de capitalisation, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que je mets 100 et je ne reçois jamais rien. Et donc, ça gonfle. Et le jour où je vends, je paye ma taxe sur opération boursière. Et puis, il y a des produits où je mets 100 et tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans, ça dépend des produits, je reçois un coupon. Sur ce coupon, je paye un précompte mobilier de ce que j'ai perçu. Et puis, quand je vends, là, il n'y a pas de taxe sur opération boursière, si je ne dis pas de bêtises. Non, effectivement. Ouais. Donc, c'est ces deux systèmes qui sont fort répandus dans les banques que beaucoup de Belges utilisent en réalité. D'accord. Dans l'immobilier, la taxe d'entrée est beaucoup plus élevée, puisqu'on paye 12,5% de droits d'enregistrement, plus les frais d'acte, plus les frais de notaire, plus mettre l'électricité aux normes, payer l'attestation amiante en Flandre, payer le certificat PEB. Donc il y a plein de choses à payer. On est vite à 15%. Ouais, parfois même plus que ça. Mais une fois que ça c'est fait... Mais il y a le précompte. Oui, il y a encore le précompte immobilier, c'est vrai. Mais il y a tout cet effet levier qui vient diluer tous ces frais très rapidement. Okay. Alors que dans la bourse, c'est un frais fixe et je n'ai pas cet effet levier et tout. Donc, c'est moins cher là-bas. Chez moi, c'est plus cher, mais au final, tu gagnes plus d'argent derrière. Et je ne paye pas de taxe sur la plus-value quand je revends mon bien. Si je suis, encore une fois, en bon père de famille, je ne fais pas de l'achat-revente. J'ai acheté, 5, 6, 7 ans plus tard, je revends. Je ne paye pas du tout de taxe sur la plus-value. Vous voulez dire que tous les deux, malgré que vous en ayez fait une activité professionnelle, tu es agent immobilier, tu donnes des formations sur la bourse, mais aucun des deux, vous n'êtes considéré comme un professionnel et du coup pouvoir être taxé en conséquent? Effectivement, parce que moi je suis intermédiaire dans la vente de biens immobiliers, je ne suis pas professionnel de la gestion immobilière. D'accord. Et dans ma gestion immobilière, je délègue tout. Donc je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, puisqu'on le fait en bon père de famille. Et ce qu'on partage, c'est pas parce qu'on partage des tips en disant aux gens, voilà, faites ça, c'est plus intelligent, c'est plus malin, qu'on est des professionnels dans la gestion. Oui, ça dépend des faits. Il y a des gens qui ne sont pas du tout professionnels et qui achètent, qui vendent et qui font ce qu'on appelle du trading pour compte propre. Et donc là, ils vont payer un certain type de taxation. Mais je dirais pour 99% des gens qui investissent en bourse, ils sont dans une gestion en bon père de famille. Hein. Donc franchement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais c'est important de connaître la fiscalité parce que là, on parlait de personnes physiques, mais les sociétés, c'est différent. Si on revend un bien immobilier en société, on va être taxé de manière différente si on investit en bourse via sa société aussi. Sur ces sujets-là, c'est vraiment important de prendre le temps d'être accompagné, de se former vraiment sur la fiscalité des investissements immobiliers, parce qu'une question aussi, c'est est-ce que j'investis en immobilier, en société ou pas? Vous avez certainement traité le sujet dans un podcast, mais ce sont des questions effectivement importantes à se poser, qu'on a un peu moins en bourse, sauf pour des entrepreneurs ou les entrepreneurs qui gagnent de l'argent dans leur société, qui disent est-ce que j'investis dans la société ou pas? Et ça, j'ai une des réponses très claires, mais j'invite les gens à me contacter pour ça. Et tiens, avant de terminer, du coup, Greg, tu proposais en début de podcast de faire gagner quelques exemplaires de ton bouquin, Bien débuter en bourse. Du coup, on passe sur Instagram, nos deux comptes collectifs, j'imagine, et puis... Voilà, on commente, et puis un petit tirage au sort qu'on pourra faire, soit toi, soit moi, avec grand plaisir. C'est Maître Moya qui tire. Voilà. C'est Maître Moya. Mon objectif, vraiment, c'est que des gens qui ne connaissent rien à la bourse, ou moyennement à la bourse, ou pensent connaître la bourse,
bourse, mais n'ont jamais pris le temps de se former, puissent pouvoir gagner ce livre-là, un petit concours où on met effectivement, disons, 10 exemplaires avec grand plaisir. Allez, top, merci beaucoup. Et c'est vrai que rien que sur les couleurs, ça fait penser un peu à la bourse pour les nuls. On est sur les mêmes noirs effectivement, et oui. Mais c'est écrit de manière différente quand même. C'est écrit de manière différente, et super. beaucoup plus pratique avec des QR codes qui vous renvoient vers des vidéos justement pour passer à l'action de manière 100% autonome. Trop bien, mais merci beaucoup Greg, merci Ken, à bientôt. À bientôt, au revoir.